président en exercice de l'Union africaine, Excellence Madame la Présidente Ellen Johnson Sirleaf, présidente de la République du Libéria et présidente en exercice de la CEDEAO. Monsieur le Président du groupe de la Banque africaine de développement, Madame l'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement, Mesdames, Messieurs les Premiers ministres, Messieurs les Premiers ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République de Côte d'Ivoire, autorités coutumières, chefs traditionnels, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. C'est avec plaisir que je prends part à nouveau à la conférence internationale d'Abidjan sur l'émergence de l'Afrique. Grâce au président Ouattara, je suis devenu un abonné de cette conférence à laquelle il m'avait également convié en 2015. Merci, Monsieur le Président, pour votre aimable invitation et surtout pour votre accueil toujours fraternel. Nous nous sentons toujours bien ici en Côte d'Ivoire en raison des relations particulières qui unissent nos deux pays depuis des générations. Je voudrais vous féliciter vivement, Monsieur le Président, et avec vous, tous les partenaires et participants associés à cette excellente initiative. Cette initiative qui témoigne des changements de paradigme en cours en Afrique. Quand on parle de plan d'émergence, c'est que nous sommes assurément loin des plans d'ajustement structurel. La Côte d'Ivoire illustre d'ailleurs parfaitement ce nouvel élan d'émergence. Ces dernières années, l'éléphant est en tête du classement des taux de croissance par pays en Afrique. Et je vous en félicite vivement, Monsieur le Président Ouattara. Je rappelle aussi que sur le même classement, le lion de la Teranga suit et tout juste derrière l'éléphant. Il est vrai que les pas de l'éléphant ne sont pas faciles à rattraper, mais enfin, nous essayons quand même de suivre derrière. C'est dire que malgré ces multiples défis, notre continent est sur la bonne voie. Le défi, c'est de rendre irréversible cette dynamique positive. Et c'est tout le sens de ce rendez-vous qui nous donne l'occasion de discuter de l'Afrique, qui a de l'ambition pour son avenir, de l'Afrique qui a confiance en son potentiel et ses opportunités. Discuter de l'Afrique qui se bat pour la croissance, le développement et la prospérité. Sur la base de nos acquis, nous voulons aussi interroger nos pratiques, apprendre de nos expériences respectives et tirer les leçons de nos progrès et de nos limites pour améliorer continuellement nos performances. Il y a 3 ans, en effet, en février 2014, nous avons lancé le plan Sénégal émergent comme nouvelle stratégie de développement économique et social qui vise à faire du Sénégal une économie émergente à l'horizon 2035 avec un taux de croissance annuel moyen de 7% sur la durée. Nous avions au préalable procédé pendant plusieurs mois à un diagnostic critique des forces et faiblesses de notre économie, avec la participation la plus large possible, y compris celle du secteur privé, des syndicats, de la société civile et d'experts de différents horizons. En définitive, c'est surtout avec l'expertise nationale
la contribution de notre diaspora et l'accompagnement bienveillant et dynamique des partenaires techniques et financiers que nous avons conçu le plan Sénégal émergent qui, je le rappelle, repose sur trois piliers ou trois axes stratégiques. Le premier axe concerne la transformation structurelle de l'économie. On pourrait retrouver l'essentiel des 5 priorités du groupe de la BAD. La transformation structurelle qui stimule les secteurs moteurs de croissance et d'emploi. On peut citer pêle-mêle l'agriculture, mais une agriculture modernisée qui s'appuie sur les résultats de la recherche agronomique et sur la mécanisation en particulier. Une agriculture adossée sur les acquis d'une réforme foncière inclusive, mais une agriculture également qui s'appuie sur le développement de l'investissement privé dans le cadre du développement de l'agrobusiness. Les infrastructures sans lesquelles, bien entendu, il ne peut y avoir ni émergence, ni développement, ni prospérité. Ces infrastructures soutiennent le développement, ce sont les routes, mais c'est surtout le chemin de fer. Et si la conférence d'Abidjan, Monsieur le Président, doit faire une recommandation, c'est de continuer à porter le plaidoyer pour le développement du chemin de fer en Afrique. On ne peut pas se développer sans chemin de fer. On ne peut pas réussir le commerce intra-africain sans voie de communication. La route, certes, elle a une portée limitée, mais le vrai transport de marchandises entre nos pays passera nécessairement par la voie ferroviaire. L'infrastructure, mais aussi l'énergie, on l'a dit, je ne vais pas m'appesantir sur l'apport de l'énergie, rapport à la compétitivité et au bien-être des populations. Les mines avec tout ce qu'il y a à développer dans le cadre non seulement de la gouvernance, mais aussi de la nécessité, bataille que nous devons gagner pour que ces secteurs, que sont les mines et les hydrocarbures, puissent apporter aux pays producteurs leur juste rémunération. Le secteur du tourisme, à travers le moteur de l'emploi que génère le tourisme, les technologies de l'information et de la communication, enfin l'habitat, pour ne citer que ces secteurs prioritaires de l'axe 1, transformation structurelle de l'économie. Alors, l'axe 2 du plan Sénégal émergent, c'est le capital humain. Le capital humain, l'économie solidaire et inclusive, capital humain par l'éducation et la formation, avec un changement de paradigme nécessaire dans le domaine de l'éducation. Il faut renforcer le volet formation professionnelle. Et nous avons l'inclusion sociale à travers un certain nombre de politiques sociales telles que la couverture maladie universelle, les bourses de sécurité familiale, initiatives de santé en faveur des enfants de moins de 5 ans et des personnes âgées de plus de 60 ans. Enfin, le troisième axe, et non le moindre du PSE, concerne la paix, la sécurité et la gouvernance. La gouvernance, y compris les réformes indispensables à l'amélioration de la compétitivité et de la gestion des affaires publiques. À titre illustratif, je voudrais rappeler qu'en 2 ans et demi de mise en œuvre du PSE, nous avons pu lancer un nouveau pôle urbain à 30 km de Dakar, le pôle urbain de Diamniadio, avec plusieurs plateformes, y compris un parc industriel déjà réceptionné, de nouvelles infrastructures autoroutières et routières, etc., dans le cadre aussi du développement du partenariat public-privé et beaucoup d'ouvrages de désenclavement, en particulier en milieu rural, à travers le développement de pôles agricoles et aussi la facilitation de l'accès au marché pour ces produits. Nous avons en cours bientôt la réception du nouvel aéroport international de Dakar et surtout l'aménagement des aérodromes régionaux qui doivent relancer le transport aérien intérieur, mais aussi 2 projets de port, le port de Bargny-Sendou et le port de Ndayane,
et le projet du train express régional qui n'est plus un projet puisque les travaux ont démarré depuis 2 mois. L'installation de plusieurs centrales solaires et éoliennes dans le cadre d'une politique de mix énergétique, bien sûr en plus du volet hydroélectricité que nous partageons avec la République sœur de Guinée, le Mali et la Mauritanie à travers l'OMVS et aussi l'OMVG avec la Gambie et la Guinée-Bissau. Enfin, la diversification et la mécanisation de l'agriculture pour l'autosuffisance alimentaire et la transformation locale de produits agricoles. Alors, ces performances de l'agriculture sénégalaise se sont ainsi nettement améliorées. Il est vrai, nous avons eu une séquence très favorable de pluviométrie. Nous ne savons pas jusqu'à quand cette séquence se continuera. C'est dire que nous devons aussi beaucoup investir sur l'irrigation en Afrique pour pouvoir maîtriser davantage notre agriculture. Mais le développement de l'agriculture, c'est aussi améliorer certaines spéculations, surtout dans le domaine de l'horticulture, où la valeur ajoutée est très importante. Je pense notamment aux produits d'exportation comme les haricots, la tomate cerise qui est produite aujourd'hui, la production de pommes de terre et bien sûr le riz qui reste une denrée stratégique pour nos pays. Nous avons aussi beaucoup d'efforts à faire pour une meilleure maîtrise de l'eau, l'aménagement des terres, le conditionnement et la conservation des produits en Afrique. Au total, je ne vais pas insister sur les résultats du PSE puisque nous venons juste de démarrer, mais nous pouvons voir une évolution très positive des taux de croissance qui sont passés de 4,6% en 2014 à 6,6% en 2016, évidemment avec une projection de 6,8% pour 2017, ce qui naturellement nous rapproche de l'objectif moyen de 7% l'an. Mais en même temps, le déficit budgétaire a évolué de 6,7% en 2011-2012 à 4,2% en 2016. Et le ratio de l'endettement reste en dessous de 60%. La norme communautaire étant de 70%. Alors, mais chaque fois qu'on s'approche des 70%, c'est un tollé général. La dette, la dette, la dette. Et si on ne s'endette pas, comment on va assurer le financement du développement? C'est un problème. Lorsque dans les pays développés, les gens dépassent allègrement les 120% du PIB, chez nous, à 60%, c'est les alertes partout. Ah oui, oui, la soutenabilité de la dette, et on trouve partout des vous-vous-et-là locaux pour amplifier ce cri de détresse. Enfin, je pense que, comme dans une course de fond, la marche vers l'émergence requiert une bonne cadence et surtout de la persévérance dans l'effort. L'émergence économique, ce ne sont pas seulement des projets à concevoir et à exécuter, ce sont aussi et surtout des habitudes à remettre en cause, des pratiques quasi dogmatiques à changer et de nouvelles attitudes à adopter. Et ce sont ces mutations absolument indispensables qui suscitent le plus de réticence et de résistance. Alors c'est pourquoi nous avons mis en place au Sénégal une delivery unit qui est un mécanisme de veille appelé Bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent, on l'appelle le BOSS, placé sous l'autorité d'un ministre auprès du président de la République qui siège en Conseil des ministres et qui, toutes les semaines, me fait le compte-rendu des blocages, des difficultés, parce qu'il faut bien arbitrer entre différents départements. Alors, ce bureau assure au quotidien la coordination et le suivi des projets et initiatives et réformes du plan Sénégal émergent, puisque le PSE, ce ne sont pas que des projets et programmes, ce sont aussi des réformes. Et les réformes sont plus difficiles à réussir.
Dans un avenir proche, les perspectives de mise en œuvre du PSE seront encore meilleures avec l'exploitation future d'importantes ressources pétrolières et gazières récemment découvertes dans l'offshore profond du Sénégal. Mais nous nous préparons déjà dès maintenant à la bonne gestion de cette nouvelle économie. Je vois d'ici le secrétaire exécutif du MED, M. Megdish. Donc, pour dire que nous avons élaboré et mis en place un comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, le COS Pétrogaz, qui est chargé de conseiller le président de la République et le gouvernement sur les conditions optimales d'exploitation et de gestion de ces ressources. Et la deuxième initiative déjà prise, c'est la création d'un Institut national du pétrole et du gaz pour former une expertise variée et diversifiée dans les métiers du pétrole et du gaz. Mais je me dois aussi de dire que sur la voie de l'émergence, il y a des besoins urgents qui demandent une prise en charge immédiate en faveur des couches sociales vulnérables. On le voit bien, 2035, c'est encore dans 18 ans. Mais il y a des urgences sanitaires, des urgences pour l'accès à l'électricité, des urgences pour le désenclavement des zones éloignées. Et c'est bien là la dimension importante de l'économie solidaire et inclusive. Ainsi, nous avons lancé en 2014-2015 un programme d'urgence de développement communautaire appelé PUDC, avec le programme des Nations Unies pour le développement, qui en est le maître d'œuvre, qui a une concentration sur 4 priorités qui ont été finalement le dénominateur commun de la grande demande en milieu rural, c'est-à-dire l'hydraulique rurale, l'accès à l'eau potable, l'électrification rurale, encore l'énergie pour éclairer les ménages, les pistes de désenclavement pour la connectivité et l'accès au marché, et enfin l'équipement pour alléger la pénibilité des travaux, en particulier pour les femmes en milieu rural. Ce programme très important, je félicite le PNUD pour la diligence avec laquelle il exécute vraiment le PUDC, et c'est un succès absolument remarquable aujourd'hui au Sénégal, en particulier en milieu rural. Et c'est un programme pour lequel nous avons eu 2 partenaires de référence, je tiens à le souligner, même 3 maintenant. Le premier, c'est la BAD, qui est venue seconder le Sénégal, puisque nous avons mis au départ 123 milliards sur fonds propres et budget national pour amorcer. Et la BAD est venue apporter son soutien dans le cadre d'un financement décisif. La République populaire de Chine a financé le complément du volet hydraulique avec 251 forages qui seront réalisés en 14 mois et qui permettront donc de régler définitivement la question de l'eau en milieu rural. Enfin, la Banque islamique de développement vient également d'adhérer au financement complémentaire de ce programme d'urgence de développement communautaire. Donc, en même temps que nous poursuivons nos objectifs d'émergence sur les grandes infrastructures, sur l'industrialisation du continent, sur les ponts, les échangeurs, il faut s'occuper des urgences sanitaires, des urgences d'accès à l'eau potable, enfin des questions de tous les jours que nos vaillantes populations subissent au quotidien. Donc voilà ce que je voudrais dire en peut-être m'arrêtant là, puisque je commence à durer au podium, et pourtant ce n'est pas mon fort. Alors, mais je voudrais quand même partager pour dire qu'en dépit des progrès en cours qui sont indéniables, il y a encore bien du chemin à faire. Et il y a des obstacles surtout à franchir sur le chemin de l'émergence. Il nous faut sans doute travailler davantage pour une meilleure mobilisation des ressources internes du continent, l'épargne nationale dans nos pays et aussi la fiscalité pour l'élargissement de l'assiette. Mais il faut rationaliser la dépense publique pour créer davantage d'espace budgétaire et contribuer davantage au financement du développement par nos propres moyens. Nous avons au Sénégal, en 2011, nous étions à 30-38% du financement du BCI, le budget consolidé. Nous en sommes à 58% de contribution nationale.
l'objectif, c'est d'arriver, avant l'émergence, bien sûr, à prendre en charge totalement nos priorités nationales. Donc nous devons chaque année faire un effort dans le financement de l'investissement national. Mais il faut développer la création de chaînes de valeur, nous l'avons dit, pour la transformation sur place des produits locaux. La réforme de la gouvernance financière mondiale, je reviens là-dessus, par l'assouplissement des règles d'accès au crédit. L'assouplissement des règles d'accès au crédit. Quel plafond pour la dette publique? C'est un sujet qu'il faut continuer il faut débattre là-dessus. Quel seuil pour le niveau de déficit budgétaire? Là aussi, il y a un dogme qui est là, les 3%, critère de convergence absolue. Bon, il faut voir, parce qu'en période de décollage, on va rester sur le même registre, parce qu'on ne peut pas creuser quand même le déficit, ne serait-ce que de 1 ou de 2 points, pour augmenter l'investissement public. Parce qu'un avion qui décolle, il met plein gaz, il ne va pas rester comme s'il est en croisière. Donc, nous avons besoin vraiment sur ce sujet d'avancer. Et nous avons une autre bataille. C'est la lutte contre l'évasion fiscale et les flux financiers illicites. Nous y travaillons ardemment avec le G7, avec également l'OCDE et le G20 pour que la richesse paye l'impôt là où elle est créée. Donc les anciennes législations qui faisaient que tout était du congé fiscal doivent être revues pour permettre au pays de disposer quelque peu des retombées de leurs ressources. Et ça, c'est un combat qui n'est pas simple, mais que nous devons ensemble mener. Enfin, l'allègement, la simplification des procédures pour le financement des projets. Ceci dans le respect des règles de la bonne gouvernance. Je souhaite que les travaux de cette conférence contribuent à la recherche de solutions pratiques et opérationnelles à ces questions critiques. En tant que gouvernement élu sur des principes démocratiques, nous sommes en effet tenus non seulement par l'obligation de reddition, mais aussi par l'obligation et l'exigence d'efficacité et de résultats, qui fait la différence à l'heure du bilan devant des citoyens aguerris et exigeants. Parce qu'en définitive, la finalité de l'émergence, c'est d'apporter des changements réels aux populations, pour le bien-être des populations et la qualité de vie. Donc, regardons également nos procédures pour avancer dans la bonne gouvernance, mais dans l'efficacité. Je vous remercie de votre attention. Oui, fin de la locution du président Macky Sall. Voilà, il a égrené un peu tout ce que le Sénégal a mis en place. Commentaire rapidement. Oui, et il a montré que le Sénégal a compris un ensemble d'efforts à faire au plan de la transformation structurelle de l'économie, du capital humain, de la gouvernance. Il n'a pas perdu de vue non plus